Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui est collé à l'actualité ce matin. Titre: clôture du dépôt des dossiers pour les législatives. L'ambiance générale à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Canard mentionne 3 points. Le premier, la force Coripo, un Bénin émergent FCBE, premier parti politique à déposer ses dossiers. Le deuxième, nettoyage sur les listes Union progressiste, Le Renouveau et Bloc républicain. Le troisième, les démissionnaires du parti politique Les Démocrates trouvent refuge sur les listes de la mouvance. Retrouvez ces 3 points dans un article publié à la page 3 de la livraison. Renforcement du personnel judiciaire, 50 greffiers et 50 auditeurs bientôt recrutés. Infrastructure routière, la restauration de l'axe Godomé à Kassato annoncée. Une décision prise hier en Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. L'Informateur, à travers ce titre, vous convie à lire dans les colonnes de sa livraison l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Réforme sanitaire au Bénin, sont 15 évaluateurs certifiés pour améliorer la qualité des soins. À l'oreille droite, journal École, Vodun Days, date limite des accréditations. Un titre qui convie les lecteurs, comme à chaque parution, à lire dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. On ne cessera de le rappeler. Fraternité, ce matin, manchette législative de 2026. 6 partis politiques dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat, confirme également le Canard. Il écrit qu'il s'agit de Force Coripo, un Bénin émergent FCBE, de l'Union progressiste Le Renouveau UPR, du Bloc républicain BR, du Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin et du parti politique Les Démocrates LD et de la 6e formation politique, notamment Grande Solidarité Républicaine GSR, qui sont entre autres les 6 formations politiques et qui ont entamé le processus de participation. On peut lire également à la une de Fraternité de ce jeudi matin, transformation du manioc en tapioca à Dekandji, une journée avec les femmes gardiennes d'un savoir ancestral. Retrouvez l'immersion à la page 4 de la livraison. Le matinal communique en manchette noir sur blanc.
Semaine du numérique 2025 vers une convergence entre IA, intelligence artificielle et médias. En illustration, la photo de la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Matin libre législative 2026, dernier jour de dépôt des dossiers de candidature. Les partis politiques attendus présents à la Sénat, titre le Canard. Malgré tout, les démocrates n'abandonnent pas, fait-il observer. On lit le Béninois libéré. Législative, pourquoi Éric Rondeté a demi-teinte sur la liste, se questionne le Canard. Il estime qu'il s'agit encore de mauvais présages pour les démocrates. Après la présidentielle ratée, les municipales vendangées, les législatives mal composées selon le journal. Législative de 2026, absence de figure phare du bloc républicain. Rachel Badamassi, ministre conseiller, livre ses vérités. Retrouvez la transcription de sa sortie médiatique dans les colonnes de la livraison de ce matin de Le Béninois libéré. On s'intéresse à présent au quotidien L'Emblème du jour qui ce matin consacre l'intégralité de sa une à la composition de la liste de candidature du parti politique Union progressiste Le Renouveau pour le compte de la 10e législature. On peut apercevoir que pour le compte de la première circonscription électorale, la tête de liste est Labiou Djibril Amadou. En deuxième de liste, vous avez Youssouf Saleh. En troisième de liste, vous avez Ibrahim Abdraman Ibouma. En troisième de liste, vous avez Mohamed Jamilat Sabi. Et pour la seconde, pour ne pas dire la deuxième circonscription électorale, tête de liste, vous avez Bios Sarako Tamou, deuxième titulaire, vous avez Korobake Chabi, troisième circonscription électorale, vous avez comme candidat Donatien Nouemou. Comme candidat de la 4e circonscription électorale, vous avez Jacques Yampabou. Pour le compte de la 5e circonscription électorale, vous avez tête de liste Messan Didier Paulin Diego. Comme second sur la liste, pour ne pas dire deuxième titulaire, vous avez Didier Paulin. Vous avez c'est une erreur qu'ils ont commise. Il s'agit bel et bien de l'honorable Bernard Amoussou. Comme troisième titulaire sur la liste, vous avez Kossi Barthélémy Vidjenaï. Comme quatrième sur la liste, vous avez Afiavi Solange Meou. Vous avez également, pour le compte toujours après la 5e circonscription électorale, vous avez pour le compte de la 6e circonscription électorale, vous avez en tête de liste Christophe Aïssi. Deuxième titulaire, vous avez Orden Aladati. Vous avez juste après lui en troisième position, vous avez Jean Méjor Zanou. Quatrième titulaire, vous avez Nestor Noutaï comme cinquième titulaire, vous avez Brice Denis Fagbemi et comme sixième sur la liste, vous avez Claudine Afiavi Prudencio. Pour le compte de la 7e circonscription électorale, comme candidat, vous avez Yakoubou Oroussé-Guéné comme deuxième candidat. Vous avez Oumarou Lafia Boubakari comme troisième candidate. Vous avez sur la liste, vous avez Fatouma Tony. Vous avez pour le compte de la 8e circonscription électorale Abdou Torou. Pour le compte de la 9e circonscription électorale, vous avez Nikez Fayon Kotioni, bien évidemment. Pour la 10e circonscription électorale, vous avez Edmond Agoua. Pour le compte de la 11e circonscription électorale, en tête de liste, vous avez Gérard Benochi. Vous avez Richard Alosonron comme deuxième titulaire et le siège de la femme sûrement, Gisèle Sewade, assure ce poste. Pour le compte de la 12e circonscription électorale, vous avez Jérémy Adoumaou comme tête de liste. Vous avez Borgia Mbouké, vous avez aussi Marius Guigui, vous avez Eudoxie Dakpe, et pour le compte de la 15e circonscription électorale, autant pour moi, vous avez Alexandre Soou, vous avez Léansou Dorego, vous avez Denis Nyonofou, vous avez Denise Roumenou, et pour le compte de la 16e circonscription électorale, vous avez Luc Setonji Atropo, vous avez Joël Godonou, vous avez Florentin Tchaou, et vous avez Adjovi Chantal. Pour le compte de la 17e circonscription électorale, vous avez Charles Gagnon, vous avez Réginal Koumangbe Afiade, vous avez juste après lui, toujours pour le compte de la 17e circonscription électorale, vous avez une femme à la personne de Dadegnon. Pour le compte de la 18e circonscription électorale, vous avez Dakpe Sossou, vous avez Maounion
Kakpo. Vous avez également Adjovi Gladys Eudossi Tossou pour le compte de la 19e circonscription électorale. Vous avez Charlemagne Nyakoti, vous avez Hippolyte Hazoumé, vous avez Victor Hunza, vous avez Saka Moussa, vous avez Arwamenou Cécile. Pour le compte de la 20e circonscription électorale, tête de liste Augustin Aranvoebla, David Ouinsa, deuxième titulaire. Vous avez Louis Koupéhéji, vous avez Mathias Akon et vous avez Maouti Denise Djekbeji pour le compte de la 21e circonscription électorale. Vous avez Louis Béounou Vlavonou comme tête de liste. Vous avez Abdelrazak Ariogbe. Vous avez Olga Akitobi pour le compte de la 22e circonscription électorale. Jean-Michel Abimbola et Louis Dossou pour le compte de la 23e circonscription électorale. La tête de liste, c'est Joseph Fifame Djokbenou. Juste après, vous avez Léopold Lokossou, troisième titulaire, Gildas Agoncan. Sûrement le siège de la femme est assuré par Eugénie Moana. Pour le compte de la 24e circonscription électorale, Natonde Ake. Juste après lui, vous avez Boniface Yewetome. Juste après, vous avez Zéphirin Kendiaoundé. Après, vous avez Serge Ekpankon. Et après, vous avez Pauline Akpando. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de ce que nous révèle l'emblème du jour sur la composition de la liste du parti politique Union Progressiste Le Renouveau dans les 24 circonscriptions électorales. À présent, on découvre la une de l'hebdomadaire satirique humoristique paraissant à Cotonou, Le Déchaîné du jeudi, qui cette semaine titre Freinage d'urgence. Vous avez deux hommes qui sont en train d'échanger. L'un qui dit: Loki, tu prépares déjà les fêtes de fin d'année. Et à l'autre de rétorquer: non, pour éviter des dépenses Guidjo en fin d'année, je suis en train d'appeler mes Chisa pour créer des faux problèmes pour ne pas être sollicité avant janvier 2026. Retrouvez d'autres productions satiriques et humoristiques et prises d'informations dans les colonnes de la livraison de cette semaine du DDJ. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin en manchette parle de la 14e édition de la journée universitaire de l'emploi. La NPE explore des solutions pour l'insertion professionnelle des étudiants. Gaskiani Info législative de 2026, 6 partis politiques en lice en attendant le contrôle de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Fondation solide, la méthode révolutionnaire de Benoît Dato, titre Gaskiani Info. On lit à présent les 4 vérités. Élection législative du 11 janvier 2026. Abdoulaye Biotchane, Joseph Fifame Djokbenou, Luc Setonji Atropo, Jérémy Adomaou et Dakpe Soussou dans la Eudoxie. Il y a deux Dakpe, il y a Eudoxie Dakpe et Dakpe Soussou dans la course. Retrouve des détails aux pages 3, 8 et 11. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin. Entretien des appareils. La Société béninoise d'énergie électrique invite ses clients à adopter de bons réflexes. La boussole à présent, 8e circonscription électorale. Le bloc républicain sort le casting de grand jeu, lequel vous est révélé dans les colonnes de la livraison. Révolution numérique dans le handball béninois. La Fédération béninoise de handball et Simplo Africa signe un accord historique pour l'avenir des athlètes, renseigne la une de ce matin du journal. Législative de 2026 au Bénin, Luc Setonji Atropo pour conduire la liste Union Progressiste de Renouveau à Cotonou et Claudine Afabi Prudencio à Abomey-Calavi. On lit à présent la une de Décryptage Info. 11e salon des banques et des petites et moyennes entreprises de l'espace UEMOA, entendez économique et monétaire ouest-africaine. Le FAGAS obtient le super trophée SBPME UEMOA. On lit toujours à la une du quotidien Décryptage Info de ce matin. Coopération régionale en gestion des déchets. Une délégation guinéenne s'imprègne du modèle de la SGDS SA. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Ils sont au total 6 partis politiques. A franchi le seuil de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, avant minuit, heure de clôture du dépôt des dossiers pour la candidature aux élections législatives au Bénin de 2026. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE est le premier à franchir hier mercredi à 9h52 le siège
siège de la Sénat. L'Union progressiste Le Renouveau est arrivé deuxième un peu plus tard dans la soirée aux environs de 20h04. Le bloc républicain à 21h27, Moël Bénin a suivi à 22h31. Le parti de l'opposition, les démocrates, est entré dans l'enceinte de la Sénat à 23h20. Pendant que tous se disaient que c'était la fin des arrivées, un dernier parti politique fait son entrée à la Sénat avant minuit, notamment à 23h42. C'était bien évidemment le parti de la Grande Solidarité Républicaine, GRB. Le point des déclarations des porte-paroles de ces partis politiques à la fin de leur dépôt avec Romaric Djessougou-Beno. Nous avons reçu notre récépissé provisoire. Hein? Voilà, notre récépissé provisoire. Le procès verbal également. Voilà. Qui mentionne bien que 4 pièces communes étaient attendues et nous avons fourni les 4 pièces communes. 1962 dossiers, pièces étaient attendues. Nous les avions fournis. Donc notre complétude, la complétude de nos dossiers est à 100%. Au nom du président du parti, je remercie tous les camarades qui nous ont permis, l'équipe technique nous a permis de faire ce travail formidable. Merci à tous les militants et nous attendons l'étude au fond. Et si l'étude au fond révélait éventuellement quelques incohérences que nous devrions corriger, alors que là aussi, nous pensons que nous n'en aurons pas, mais la perfection ne s'attend pas de ce monde. Donc, nous partons ce soir de la Sénat, le cœur léger, d'avoir fait le travail comme il le faut. Je puis dire que 1962 pièces sur 1962 sont fournies par notre parti, le Bloc républicain, le parti du cheval blanc cabré. Et on nous a délivré tout à l'heure le récépissé provisoire parce qu'ils ont fait les vérifications de la complétude et tout est nickel. Voyez-vous, au Bloc républicain, on ne fait rien à peu près. Nous nous attelons à faire ce qui est bon, ce qui est juste et sans faute. Donc aucune observation n'a été faite à l'endroit du Bloc républicain. Je voudrais donc, au nom du président du parti, le ministre d'État, Abdoulaye Diop-Tchané, remercier tous les responsables du parti, tous les militants, particulièrement les candidats qui ont fait montre de discipline et qui ont mis les pièces à notre disposition, qui nous ont permis à temps d'être à jour et de venir déposer à l'heure, donc en restant dans le délai prescrit par la loi, notre dossier ici même à la Sénat. Je voudrais donc les exhorter pour la suite, de rester mobilisés pour les jours à venir, parce que le combat c'est sur le terrain, la victoire sera gagnée donc au fruit de l'effort. Je voudrais compter sur chacun de nous pour que nous puissions, au soir du 11 janvier 2026, applaudir que les fleurs ont tenu donc, la promesse, donc, les fruits plutôt ont tenu la promesse des fleurs. Moël Bénin est venu remettre encore une fois sa déclaration de candidature. Nous sommes un groupe de jeunes, de femmes, de différents âges, autodéterminés, très résilients, d'accord, qui savent se relever après chaque chute. Nous n'avons pas pu être qualifiés pour les élections communales, mais ça n'a pas fait l'objet d'un découragement à notre niveau. C'est vrai, ça fait mal, mais c'est dans l'espace de quelques secondes. Nous avons repris conscience et nous sommes revenus à la charge. Nous avons fait le maximum. Au niveau de Moël Bénin, le maximum est fait. Le reste, c'est Dieu qui va en décider. Parce que nous sommes tous des croyants, chacun dans son obédience. Et on sait que, quelle que soit votre initiative dans la vie, si Dieu ne bénit pas, ça ne se réalise pas. Nous ne serons pas au communal parce que Dieu en a décidé comme ça. Si nous serons aux législatives,
c'est Dieu qui va en décider, à travers les hommes, bien sûr. Donc nous attendons. Mais nous sommes très confiants que cette fois-ci, Dieu va jeter son regard bienveillant sur ces jeunes, sur ces femmes autodéterminées qui se sont battues pour être quand même tout le temps parmi les plus grands partis du Bénin. Ce n'était pas donné à n'importe quel parti de répondre aux élections communales. Nous avons pu allier tous les 3630 candidats qui nous avaient été demandés dans une base de données de près de 6000 potentiels candidats. C'est une richesse qui est là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas en profiter. Mais demain qui vient là, nous allons en faire parler de nous. Parlant des législatives, moi je n'ai pas de doute que nous aurons un récépissé définitif. Là, je prends autorité sur l'univers pour dire que nous aurons le récépissé définitif. Le gouvernement béninois a tenu hier mercredi 19 novembre 2025 son traditionnel conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette séance hebdomadaire, notamment les modalités d'exécution de la liberté conditionnelle. D'autres décisions ont également meublé ce conseil des ministres que je vous propose de suivre dans cet extrait du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Humbedji. Ont été adoptés le décret fixant les modalités d'exécution de la liberté conditionnelle et celui portant nomination de commissaires aux comptes près certaines entreprises publiques. Au chapitre des communications, en point 1, recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 greffiers au titre de l'année 2025. Ces agents à recruter viendront renforcer les effectifs des personnels en service dans les juridictions créées récemment, tout en comblant le gap qui découlerait des départs à la retraite à l'horizon 2030. Les ministres concernés prendront les dispositions nécessaires à la bonne organisation des concours ainsi qu'à la formation des lauréats dans les conditions optimales. En point 2, travaux d'entretien de la section de route Échangeur-Godomais à Kassato et d'aménagement des contre-allées du carrefour Arconville à Kassato. Il s'observe actuellement sur l'axe Échangeur-Godomais-Carrefour Arconville des dégradations superficielles de chaussée, tandis que du carrefour Arconville à Kassato, l'état de la route n'est plus compatible avec la densité de la circulation. Au terme de l'évaluation, il est retenu, dans un premier temps, le renouvellement de la couche de roulement avec un béton bitumineux pour l'adapter aux normes actuelles et favoriser le confort de circulation aux usagers. Par la suite, il sera procédé à l'aménagement des contre-allées du carrefour Arconville à la sortie de Kassato afin de réduire les accidents de la circulation tout en apportant une solution à la discontinuité du trafic local sur le tronçon Godomais-Alada. Cet aménagement permettra la parfaite connexion avec la section à Kassato-Alada en cours de construction suivant le même schéma. En point 3, actualisation des études techniques, environnementales, sociales et de sécurité de la passerelle de Tchonvi dans la commune de Semekpoji. La réalisation de cette infrastructure aux standards modernes s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'adaptation des villes au changement climatique qui impacte 4 communes exposées par leur localisation au risque d'inondation, entre autres. En effet, la passerelle de Tchonvi-Sekandji viendra compléter les travaux de pavage et d'assainissement de la voie Sekandji-Tchonvi-Ekpe, traversant des zones humides sensibles de la commune de Semekpoji. Les études techniques avaient été réalisées en 2020. Compte tenu du niveau d'avancement du chantier d'aménagement des voies d'accès qui désenclave la localité, il s'avère nécessaire de les actualiser afin que la construction de l'ouvrage se réalise conformément aux standards requis. Le Conseil s'est prononcé pour la contractualisation avec un cabinet en vue de conduire la mission dans les plus brefs délais. En point 4, organisation des sessions de perfectionnement technique au profit des artisans au titre de l'année 2025. En guise de rappel,
Les sessions de 2023 et 2024, mises en œuvre dans le cadre du volet formation de l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH, avaient impacté respectivement 1720 et 2676 artisans. La présente promotion permettra à 1273 autres de bénéficier de renforcement de compétences dans les métiers suivants: énergie renouvelable photovoltaïque, froid et climatisation, pâtisserie et boulangerie, transformation agroalimentaire, plomberie, mécanique automobile, transformation de lait de vache en fromage. Pour ce faire, le Conseil a marqué son accord en vue de la contractualisation avec divers centres de formation remplissant les conditions fixées, à charge pour le ministre des Affaires sociales et de la microfinance de veiller au respect de leur cahier des charges. En point 5, approbation de la politique nationale de protection de l'enfant 2026-2035 et sa stratégie 2026-2030. Depuis l'adoption de la première génération de ce document stratégique, de nouvelles problématiques sont apparues ou se sont amplifiées. Il s'agit principalement de la montée de l'extrémisme violent dans la sous-région et ses impacts sur les enfants, des défis liés à la protection des enfants dans l'environnement numérique, ainsi que de l'intensification des phénomènes migratoires impliquant des mineurs. Il s'agit en conséquence de préserver les acquis de la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfant dans sa phase antérieure, voire de les renforcer au regard de ce nouveau contexte. Le Conseil a donc approuvé la nouvelle politique nationale de protection de l'enfant à l'horizon 2035, assortie de sa stratégie 2026-2030, avec pour but d'accélérer les progrès vers la réalisation du droit de chaque enfant béninois à vivre à l'abri de la violence en s'appuyant sur une approche systémique, multisectorielle et ancrée dans les réalités locales. Elle postule en effet, citation, qu'à l'horizon 2035, tous les enfants du Bénin, y compris ceux en situation d'urgence, grandissent dans un environnement familial, communautaire et institutionnel renforcé et protecteur contre toute forme de violence, abus, exploitation et négligence dans un système de protection intégré. Fin de citation. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été retenu sous cette rubrique l'organisation à Cotonou, du 8 au 10 décembre 2025, des 21e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. S'agissant des mesures individuelles pour finir, au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, M. Sindé Gilles Tchekete est nommé directeur général de Bénin Tourisme et de Bénin Tour. Le président de la Fondation internationale des Lions Club, LCIF, Fabricio Oliveira, est en visite au Bénin depuis le mardi 18 novembre 2025, accompagné du gouverneur du district K103A4 du Lions Club Hervé Tchakbe. Fabricio Oliveira et sa délégation ont effectué plusieurs activités, dont la visite de la banque d'insuline du Bénin, le lancement de la rénovation du centre des Grands Brûlés du CNHU et une audience avec au ministère notamment des Affaires sociales et des microfinances. Le point avec nos reporters. Visite officielle du président de la Fondation internationale des Lions Club au Bénin. Le lion Fabricio Oliveira et sa délégation ont été accueillis avec tous les honneurs. Cette visite s'inscrit dans un cadre particulier, toucher du doigt les différentes réalisations financées par le LCIF. Le choix du Bénin pour cette tournée africaine du président est un privilège. C'est une personnalité au sommet de notre association. Mais maintenant, s'il arrive au Bénin, c'est parce qu'il a choisi de visiter certains pays africains et il en a choisi 3. Il revient du Gabon, il passe au Bénin et il va au Togo. Donc le but, c'est un peu pour encourager les lions à multiplier leurs efforts pour faire en sorte de collecter davantage de ressources à mettre à la disposition des plus démunis. Une opportunité que le gouverneur du district K103A4, Hervé Tchakbe, compte saisir.
La première étape de cette sortie officielle a été le siège du district K103 à 4. Les Lions du Bénin ont eu des échanges fructueux avec la délégation. Des échanges remplis d'attentes et de perspectives pour ces derniers. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir le président de notre fondation, celui de la LCIF. La LCIF est la fondation mondiale qui s'occupe de toutes les œuvres. Et recevoir aujourd'hui son dirigeant est un honneur qui est fait à notre district et à la République du Bénin. Après sa visite, nous espérons que les requêtes de financement que le district K103-4 va introduire auprès de la LCIF soient examinées et étudiées favorablement, puisque lui-même aurait vu de ses yeux l'état des lieux et aurait constaté par lui-même la bonne organisation, comment nous gérons de façon efficace les projets que nous avons déjà eu par le passé avec la LCIF. Un peu plus tard dans l'après-midi, la délégation du président du LCIF a visité la banque d'insuline d'Akpakpa, véritable joyau financé par le Lions Club International en 1995 qui constitue aujourd'hui une référence au Bénin et en Afrique pour son apport pour la santé des usagers atteints du diabète. La construction a coûté environ 172 millions de francs CFA à l'époque, dont 86 millions, soit 50% dégagés par la CE. Le ministère français de la coopération y a participé, Médico-Alliance Club de France, la LCIF et l'État béninois. Le système a été donc mis en service en janvier 1996. Aujourd'hui, nous suivons plus de 13 000 patients diabétiques à la banque d'insuline de Cotonou, avec une file active de plus de 6 500 patients diabétiques. Alors assurément, ça fait de nous le plus gros centre, non seulement du Bénin, mais peut-être l'un des centres les plus importants quand on regarde à l'échelle sous-régionale. Et derrière ces chiffres, ces statistiques, se cachent des hommes, des femmes, des enfants, autant d'histoires qui mettent en lumière l'importance capitale d'avoir un lieu comme celui-ci, où l'accès équitable aux soins est prioritaire avec une approche globale. La banque d'insuline, preuve de la transparence et de l'efficacité de la gestion du Lions Club par ses statistiques, est une œuvre pour la communauté. Elle permet aux malades atteints du diabète de se soigner à moindre coût. Elle diversifie aujourd'hui ses services qui s'étendent à l'ophtalmologie et bien d'autres domaines. Les représentants du LCIF entendent déjà apporter les moyens pour son expansion. Quand on parle d'insuline, on voit des gens qui s'expliquent avec l'insuline, on voit des gens qui vont venir se faire piquer parce que c'est des indigents qui n'ont pas les moyens, ou venir acheter l'espace de l'insuline. Donc honnêtement réfléchissez, et je pense que ce centre doit connaître, disons, une progression rapide. Il y a des équipements achetés, c'est certain, qui sont coûteux, parce qu'en ophtalmologie, tout prend l'ascenseur quand on parle disons, de l'équipement spécialisé. Donc je pense que vous pouvez rapidement monter un projet et vous pouvez être financé par la LCIF. Au CNHU de Cotonou, la délégation du LCIF et celle du gouverneur du district K103 à 4 ont procédé au lancement de la réhabilitation du centre des Grands Brûlés, centre dont la construction avait été financée par le Lions Club International en 2011. Un acte de plus qui confirme la volonté de l'organisation à œuvrer pour le bien-être de la communauté. Rappelons qu'avant ce lancement, la délégation du LCIF et son hôte ont été reçus en audience par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tainfoli. Un moment d'échange qui a permis de sceller des accords pour des accompagnements et des collaborations futures dans le social. La délégation du LCIF va poursuivre sa tournée au Bénin avec plusieurs audiences. Plus de légalisation ou de certification pour certains documents d'identification au Bénin à travers un décret signé par le chef de l'État Patrice Talon relatif aux conditions et modalités d'établissement des documents d'identification des personnes physiques au Bénin. De nouvelles mesures ont été prises pour renforcer la fiabilité de certaines pièces qui ne nécessitent plus de légalisation. Selon l'article 2 du
décret numéro 2025-678 du 29 octobre 2025 portant conditions et modalités d'établissement des documents d'identification des personnes physiques. Il s'agit du certificat d'identification personnelle CIP, du certificat d'afro-descendant, du certificat d'étranger, de la carte nationale d'identité biométrique, du passeport biométrique et de la carte de résident. Selon le même article, toute personne souhaitant obtenir un document d'identification doit être inscrit au registre national des personnes physiques et disposer d'un numéro personnel d'identification. Cette exigence vise à garantir la fiabilité des données d'état civil, à prévenir des fraudes et à assurer l'authenticité des documents délivrés. À travers ce mécanisme, les pièces produites sont reconnues comme authentiques et ne nécessitent plus une légalisation. Autre information à présent, la Banque mondiale a échangé le mardi 18 novembre 2025 avec les étudiants de l'ENEAM autour des questions de l'employabilité. L'objectif, présenter les actions de l'institution et permettre aux étudiants de mieux comprendre les enjeux liés à l'emploi des jeunes. Une rencontre très bien appréciée, ponctuée de partage d'expériences et d'expression. Elisabeth Iladja et Ulrich Amegampoé pour le reportage. La conférence de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur l'employabilité s'est ouverte ce mardi 18 novembre à l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM en présence de plusieurs personnalités et d'étudiants attentifs. Les acteurs financiers et économiques ont échangé avec ces derniers sur la question de l'employabilité. Objectif, présenter la Banque mondiale et recueillir les impressions des étudiants sur les enjeux liés à l'emploi. La jeunesse, évidemment, est le porte-flambeau de tout pays et c'est elle qui fait le développement. Il faut investir sur sa formation et c'est important pour nous donc d'avoir eu cette opportunité d'échanger avec une composante importante de la jeunesse béninoise, les étudiants. Ça nous a donné l'opportunité de les écouter par rapport à leurs études, par rapport à leurs aspirations et également d'expliquer ce que la Banque mondiale fait dans ce pays. Mais au-delà, au regard de leurs aspirations, c'est d'expliquer la vocation de notre institution et son ouverture sur le monde. Et donc pour la nécessité pour les jeunes béninois, d'où qu'ils viennent, de croire qu'ils peuvent aussi rentrer à la banque. L'objectif pour moi était de démystifier notre organisation en donnant la possibilité aux jeunes africains de le comprendre. Cet échange permettra dans un futur proche aux étudiants de mieux se former et de découvrir les institutions partenaires qui accompagnent le Bénin dans sa modernisation et son développement. Ces expériences-là nous permettent d'ouvrir l'horizon des étudiants qui sont à l'ENEAM pour qu'ils comprennent les enjeux contemporains, tout ce qui se passe dans le pays. Et je crois que c'est une bonne occasion dont nous avons su profiter. En fin de rencontre, quelques étudiants ont partagé ce qu'ils en ont retenu. La Banque mondiale accompagne beaucoup de projets, notamment avec le financement pour développer les ressources agricoles, la sécurité nationale et tout ce qui a trait aux gestions des infrastructures. Et à travers les compétences que nous avions reçues déjà dans notre formation, nous devons aller encore au-delà pour pouvoir apporter notre aide dans cette dynamique pour pouvoir résoudre des problèmes actuels et notamment pour développer les ressources qui sont disponibles mais qui seront épuisables pour pouvoir favoriser une bonne gestion et une meilleure vie pour les générations futures. La Banque mondiale œuvre pour le développement durable dans les pays, surtout les pays en voie de développement, et à travers divers projets contribue à l'amélioration des conditions de vie et à la stabilité économique de ces pays. Elle m'a donné envie de beaucoup apprendre, de développer sur moi, d'avoir pas mal de compétences afin de pouvoir participer tous les jours au développement des pays qui en ont besoin. Une
conférence fortement appréciée par les deux parties, avec des étudiants désormais mieux informés sur ce qu'implique la notion d'employabilité des jeunes. L'université d'Abomey-Calavi, en collaboration avec la faculté des sciences de la santé et leurs partenaires, ont procédé au lancement des masterclass sur la responsabilité sociale en santé à l'endroit des étudiants et des professionnels de la santé. C'était dans les locaux de la faculté des sciences de la santé à Cotonou le lundi dernier. Le reportage avec Francis Fahami. Les étudiants dans les facultés de sciences au Bénin bénéficient désormais d'un masterclass sur la responsabilité sociale en santé. Une initiative de l'université d'Abomey-Calavi en partenariat avec la faculté des sciences de la santé de Cotonou, les universités de Montréal et de Senghor, la conférence internationale des doyens et des facultés de médecine, d'expression française et l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation de cette formation traduit une volonté commune, celle de bâtir un enseignement supérieur en santé, étroitement connecté aux réalités des territoires et aux besoins des communautés. La responsabilité sociale en santé appelle à former des professionnels engagés, conscients de leur rôle dans la transformation des systèmes de santé et dans la promotion de l'équipe sociale. Pour la faculté des sciences de la santé qui accueille cette cérémonie de lancement, cette initiative est la bienvenue car elle vient répondre à un besoin. C'est une formation dédiée à nous outiller tous les personnels de santé, que ce soit enseignants ou personnels communautaires, dans la responsabilité sociale en santé. C'est un concept développé par l'OMS depuis 1995. Mais qui peine à prendre corps dans les facultés de médecine. Occasion pour la conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d'expression française d'exprimer sa satisfaction quant aux différentes réformes entreprises par les universités de médecine de la francophonie. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé, et notamment ce qui s'est passé en francophonie, et ce qui s'est passé aussi au Bénin, et j'insiste, nous n'avons pas du tout à rougir. Au contraire, nous avons une certaine fierté de se dire que dans la francophonie, de nombreuses facultés, de nombreuses écoles de formation en santé se sont engagées sur des concepts qui sont somme toute assez récents. En 1995, on se dit que c'était presque hier, en tout cas, ou avant-hier, donc c'est très récent. Et depuis 1995, de nombreuses expériences, expérimentations, réflexions, actions ont été conduites à travers la francophonie. Et donc, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, avec des séminaires donc extrêmement importants, extrêmement fondateur. Pour le ministère de la Santé, ce masterclass permettra de donner aux professionnels de la santé des armes qui faciliteront l'exercice de leurs fonctions. L'accès des populations à des services de santé des zones rurales demeure un défi. La responsabilité sociale des institutions de formation en santé se révèle être d'une importance capitale face aux nombreux challenges actuels. Les inégalités persistantes d'accès aux soins, les transitions épidémiologiques, les attentes grandissantes des populations en matière de santé publique. Afin de relever efficacement ces défis, il est essentiel de former les acteurs territoriaux de la santé. Dans cette perspective, les facultés et instituts de santé doivent allier leur mission d'enseignement, de recherche et de services sur les besoins prioritaires des territoires. Pendant la durée de cette formation, il sera question de partage d'expériences avec des professionnels émérites et des universitaires venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « fait du plat ». Faire du plat signifie tenter de séduire quelqu'un en lui adressant des compliments, en adoptant une attitude charmeuse ou en multipliant des attitudes parfois trop appuyées. L'expression vient du verbe « plaire » déformé en argot « plat » dans le sens de chercher à plaire quelqu'un. Elle s'est répandue au XXe siècle pour désigner une tentative de drague assez voyante. Exemple d'utilisation, il passait son temps à lui faire du plat, mais elle n'était pas intéressée. Ou encore, arrête de me faire du plat, je vois bien où tu veux en venir. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, le prénom du jour est Edmond.
D'origine chamanique, Edmond signifie le protecteur des richesses. Edmond est une personne fiable, réfléchie et solide. Il sait trouver sa place avec discrétion, sans chercher à attirer l'attention. Il excelle dans les domaines qui demandent de la rigueur, de la logique ou un certain goût pour la littérature. En amour, Edmond avance avec sincérité et profondeur. Pas de grands effets théâtraux, mais des gestes frais, constants qui construisent une relation solide. Le charme d'Edmond repose sur son côté authentique et posé. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trucs et astuces. Avec la montée des températures, un petit souci de peau très courant apparaît chez beaucoup de personnes. Ce sont les boubouilles ou boutons de chaleur. Ce sont de petits boutons inoffensifs liés à la chaleur et à la transpiration, mais ils peuvent être gênants et parfois irritants. Heureusement, il existe des gestes simples pour les éviter. Première astuce, gardez votre peau bien propre. Pendant la période chaude, la transpiration s'accumule sur la peau. Prenez des douches tièdes 2 fois par jour pour éliminer la sueur et éviter que les pores ne se bouchent. Évitez l'eau très chaude qui risque d'aggraver l'irritation. Deuxième astuce, portez des vêtements légers et aérés. Privilégiez le coton et les tissus amples qui laissent votre peau respirer. Les vêtements serrés ou synthétiques retiennent la chaleur et favorisent autant pour moi l'apparition des boubouilles. Troisième astuce, évitez les crèmes trop grasses. Par forte chaleur, les produits épais peuvent obstruer les pores. Optez plutôt pour des lotions légères et non grasses, adaptées aux températures élevées. Quatrième astuce, gardez toujours votre peau au sec. Si vous transpirez beaucoup, essuyez délicatement les zones humides avec un mouchoir propre. Cinquième astuce, hydratez-vous. Boire suffisamment d'eau aide votre peau à rester saine et à mieux supporter la chaleur. Avec ces quelques gestes simples, vous pouvez réduire l'apparition des boubouilles et garder une peau plus confortable tout au long de la saison chaude. Prenez soin de vous et restez au frais dans les trucs et astuces. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la prévision astrologique de ce jeudi. Indépendant Bélier, avec le mot comme âme secrète, vous trouvez la parade à chaque tension et ça fait du bien à tout le monde. Possessif Taureau, vous qui aimez votre confort, vous pourriez gagner gros en sortant de votre bulle. Quant à vous, charmant Gémeaux, vous avez envie de forcer, mais les astres vous poussent à faire une pause. Nostalgique Cancer, vous hésitez à dire oui ou non et finissez par sourire, ce qui résout tout simplement la situation. Audacieux Lion, un message inattendu pourrait réveiller de vieux souvenirs. Au lieu de sombrer dans la mélancolie, vous pourriez en rire. Sincère Vierge, vous cochez enfin une tâche qui traînait depuis des semaines. Une joie disproportionnée vous envahit. Indécise Balance, une rencontre insolite pourrait bouleverser votre routine. Charismatique Scorpion, quelqu'un vous demande un service et étonnamment vous acceptez sans négocier. Miracle astral ou simple bonté du jour, qui sait. Spirituel Sagittaire, vous captez l'humeur des autres comme une éponge. Sérieux Capricorne, vous trouvez une solution pragmatique à un problème compliqué. Intensif Verseau, un imprévu pourrait pimenter votre journée. Subtil Poisson, pour finir, avec l'occasion de briller, vous avez l'occasion de briller aujourd'hui. Attention à ne pas trop en demander, même le soleil a besoin de se coucher. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci et à la prochaine. Le panel de discussion, Elisabeth Iladja, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à Watifa Alafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Bonjour à vous, Francis Olafami. Bonjour Kader. Et merci à vous aussi d'être là. Alors Kanté Amoussou, vous avez suivi un peu les échanges hier dans les coulisses. Hier, on s'est interrogé de savoir, est-ce nécessaire de se marier? Je ne dirais pas nécessaire, mais important. Parce que le mot nécessaire me dérange un peu, puisque cela se réfère à l'obligation. Et on ne peut pas obliger les gens à se marier. Et puis, nous sommes en Afrique, on ne va pas rester chacun dans son coin et dire, bon voilà, on va juste produire des enfants et puis on passe à autre chose. C'est important parce que quand vous ne vous mariez pas, dans la société, on vous regarde autrement. Et je pense que c'est le genre de choses ou du moins c'est c'est l'un des aspects sur lesquels la plupart des gens se basent
pour vous recruter même en entreprise. Parce que quand vous avez des charges, quand vous êtes une personne responsable, ça vous donne plus de poids. On se dit, mais voilà, on peut vous confier plus de choses. Mais non, il y en a, on peut se retrouver également à avoir des enfants sans se marier, mais je pense que c'est pas la meilleure des choses, c'est pas la meilleure formule. Quand on a un projet de vie, quand on doit poursuivre, on doit aller dans une direction, il vaut mieux s'allier, faire un pacte pour le faire. J'allais faire un pacte pour le faire. Francis Fahmy, hier vous avez dit qu'on n'avait pas beaucoup parlé. Je vais toujours rester dans la même ligne droite. Il faut se marier, c'est presque une nécessité. Parce que même si on dit... C'est presque ou c'est? C'est une nécessité. Pour vous, c'est une nécessité? Oui, c'est une nécessité. Je pourrais dire que c'est important, mais c'est beaucoup plus... Je pense que pour moi, important, ça reste un peu plus faible pour désigner la chose. Parce que même si on dit que je peux avoir des enfants sans me marier, ça reste un peu trop vague. Quand on l'a dit, ce n'est pas la meilleure formule. Quand vous voulez avoir des enfants et vous voulez une vie stable pour vos enfants, pour votre famille, c'est mieux que cet enfant-là ait une figure paternelle. Et la meilleure figure paternelle que votre enfant puisse avoir, de façon normale en tout cas, c'est que ce soit son père. On n'a pas, comme on dit, on n'a pas deux pères. Et le meilleur papa pour votre enfant, c'est son papa biologique. Même si ce n'est pas son papa biologique. C'est pas vous, son papa biologique? Non, je parle de façon générale. Moi, je ne suis pas encore papa. Okay. Donc, même si ce n'est pas son papa biologique, parce que son papa biologique n'est pas là, le mariage est le meilleur moyen pour lui d'avoir une figure paternelle. Donc, je pense que le mariage, c'est important. Maintenant, hier, j'ai entendu des gens dire se marier pour après se faire battre. Tout ça, c'est normal d'avoir peur de ce genre de choses, mais le plus important, il y a le risque partout. Il y a le risque partout. C'est à vous de calculer, de voir dans quoi est-ce que je m'engage. C'est la personne dit que c'est important de se marier, c'est nécessaire de se marier, qu'il faut se lever tout de suite et dire, bon, on m'a dit de me marier, je vois un petit gamin qui m'intéresse et puis on se marie. Non, il faut prendre le temps avec qui je me marie. Personne ne vous met la pression. Si dans la société on vous met la pression, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. On dit qu'il faut se marier, mais on ne dit pas qu'il faut nécessairement se marier avant un certain âge ou bien il faut nécessairement se marier avec tout ce qu'on a. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous cherchez. Maintenant, si vous ne trouvez pas quelqu'un pour vous épouser, il faut déjà commencer à vous poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est là où je suis qu'il y a un problème? Etc. etc. Est-ce que Elisabeth Eladia, votre position a changé d'hier à aujourd'hui? Rappelez-nous votre position. Moi, j'ai soutenu hier que ce n'est pas une nécessité de se marier, parce qu'en réalité, il ne faut pas se dire que bon, c'est obligatoire, je suis obligé de me marier, puis faire un mauvais choix en fait. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat, on dit que c'est comme avoir peur des risques en fait. Ça n'a rien à voir en fait. C'est deux choses totalement différentes. Parce qu'en réalité, quand on parle du mariage, c'est un engagement. Parce qu'on ne se marie pas pour se dire que peut-être que je vais divorcer dans 5 ans. Non, on se marie avec l'engagement et de poursuivre sa vie aux côtés de ce partenaire en fait. Donc si en réalité tu sais déjà que ce n'est pas vraiment une bonne personne, mais parce que les amis ou soit les parents ou la société te mettent la pression, je pense que on va finir par... On peut finir même dans une boîte en fait. Dans une boîte? Quelle boîte? Un cercueil. Dans une boîte. Un cercueil. Okay. Et donc pour vous, le mariage n'est pas nécessaire? Non. Atifa Olafa, même question? Merci Abdelkader. Alors pour moi, le mariage n'est pas une nécessité. Non, pas du tout. Je reste toujours sur ma position. Le mariage est une décision personnelle, un choix que l'on fait. Et pour moi, est-ce que le mariage... Après, moi, j'ai un petit problème avec le mot nécessité. Parce que pour moi, lorsqu'on parle de nécessité, si on est d'accord du fait que on part sur l'obligation, le fait que c'est un besoin fondamental, moi, ça me dérange un peu. Le mariage, c'est quelque chose qu'on décide, qu'on choisit, si l'on veut ou pas. Mais ça ne devrait pas nous définir. Aujourd'hui, on est dans une société où on est plus attaché à ce que la personne est, au statut que la personne porte, à ce que la personne vaut, que ce soit financièrement ou dans tous les sens du terme, que ce que la personne est. Et pour moi, le mariage n'est pas une nécessité, c'est même pas une fin en soi. C'est dans une société, vivre dans une société et ne pas être marié peut être difficile à cause du regard que la société nous porte, à cause des préjugés, des critiques.
mais c'est tout à fait acceptable. C'est tout à fait acceptable. Quant à Moussou, vous avez écouté à l'instant Atifa Olafa et un peu plus tôt, Elisabeth Iladja qui estiment toutes les deux que le mariage est facultatif. Francis, il est moins dur. Eh ben, je pense que, pardon, je l'ai dit à l'entame, il n'y a que le mot nécessaire qui dérange un peu. Sinon, en quoi le mot nécessaire dérange? Parce que quand on dit que quelque chose est nécessaire, c'est que la chose, elle est fondamentale. Elle est indispensable pour vivre. Mais le mariage n'est pas indispensable pour vivre. On peut vivre sans se marier. C'est tranquille, ça va de soi. Mais c'est important. C'est important parce que le mot important, bon voilà, ça adoucit un peu les choses, c'est important. Est-ce que tout ce qui est important est nécessaire? Pas forcément. C'est important d'avoir des enfants, mais il n'est pas dit obligatoirement qu'il faut avoir des enfants. Ah, pour certains? Oui. Parce que personne ne va vous tuer si vous n'avez pas des enfants. Mais c'est quand même important. De la même manière où l'on vous porte des regards bizarres, on se dit, mais il fait quoi? Il a une vie, il a une maison, il a ci, il a ça, mais il n'a pas d'enfant. On commence pas à estimer que c'est peut-être parce que vous avez vendu votre progéniture d'une certaine manière pour acquérir une certaine richesse. C'est de la même manière que quand vous avez des enfants aussi, bon, il y a ce regard-là qui vient. Donc, je trouve que c'est important, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. On va pas forcer les gens à le faire. Mais par contre, c'est un projet et c'est une entreprise. Mais là, on va en revenir dessus. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ça, on le sait. C'est un projet. Je trouve que c'est une entreprise parce que si on le prend de cette manière-là, on va mieux s'organiser pour le faire. On va définir des objectifs à atteindre à long terme. S'il faut avoir des enfants, à quel moment il faut les avoir. C'est vrai que ce n'est pas nous qui décidons délibérément. Mais il y a quand même des formules pour le faire. Et à quel moment il faut avoir des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des bases qu'on définit. On ne va pas, je pense plutôt que ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire, en fait ce n'est pas important, c'est ceux qui ont peur d'aller au mariage. Exactement. Il y a la peur d'aller au mariage parce que personne n'a essayé, à moins que c'est déjà la deuxième ou la troisième fois. Sinon, si c'est la toute première fois, personne n'a essayé pour voir comment c'est. Certes, les gens le font à côté des familles, des parents se marient, enfin, ça se voit que beaucoup de personnes se marient, mais soit en même temps qu'on n'a pas encore expérimenté, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et donc, je trouve que c'est une entreprise et dans une entreprise, il faut investir. Il faut veiller à ce que votre investissement puisse porter ses fruits. Donc, c'est important de se marier et c'est pour moi, c'est une entreprise. Francis Fahmy? Oui, tout à l'heure, Elisabeth disait que se marier, c'est prendre un engagement. Mais le problème, c'est qu'on prend des engagements tout le temps. Oui. Maintenant, peut-être que c'est l'importance de cet engagement. Est-ce que quand on prend un engagement, est-ce que vous honorez vos engagements? Je fais l'effort d'honorer tous mes engagements. Est-ce que pour le mariage, on doit faire l'effort d'honorer cet engagement? Le mariage, c'est comme je le disais, le mariage, c'est prendre c'est un peu comme le plus grand engagement que vous pouvez prendre. Maintenant, ne vous imposez pas forcément à honorer cet engagement. Le plus grand engagement, le pilote, il prend quel engagement? Bref, je vais continuer dans ce que je disais, oui, allez-y. Tout simplement. Donc, quand on prend un engagement et qu'on veut se forcer, se mettre la pression pour honorer cet engagement-là, on risque de commettre des erreurs. Le plus important, c'est d'essayer. Mais en vous engageant, vous vous engagez sur des bases, oui, exactement. Sur des critères. Alors, lorsque au cours du contrat, les critères ne sont plus respectés, l'engagement pris au départ n'est pas respecté par la seconde partie, vous avez quand même droit à revoir votre position. Oui, tout à fait. Et dans ce genre de conditions, dans ces cas-là, il faut prendre le temps de discuter. S'il faut modifier ces bases-là, on les modifie. Tout simplement parce que là, il s'agit d'un engagement plus sur la durée. C'est pas comme si je décide par exemple, lorsque je décide par exemple de prendre un engagement de travailler quelque part, à un moment donné, je peux, lorsque les engagements pris au départ par mon employeur ou bien par mon entourage n'est plus respecté, je peux discuter avec mon employeur, lui dire, bon, voilà les bases sur lesquelles on s'était entendu, voilà que actuellement les conditions ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer? Avec votre épouse, votre petite amie? Oui, il y a moyen de discuter, de voir s'il faut modifier un peu tout ça. C'est vrai que aujourd'hui, il y a certains aspects qui ne sont pas bien vus. Aujourd'hui, par exemple, on parle d'union libre, on parle d'un certain nombre de choses. Vous pouvez discuter. C'est vrai que selon moi, ce sont des conneries, mais pour certaines personnes, ce sont des formes de mariage qui ne sont pas adaptées à notre
culture, à notre sociologie. C'est où j'allais en venir. Moi, je parle de mon point de vue. Pour moi, ce n'est pas très approprié. Mais pour certaines personnes, ça peut être la solution. Si pour vous, c'est la solution, discutez-en. Si c'est la formule qui marche et que vous arrivez à trouver votre bonheur là-dedans, moi, je suis qui pour vous juger? Francis Farami, est-ce que vous savez que, par exemple, dans certaines cultures, lorsque vous êtes un grand hôte et que vous rendez visite à certaines personnes, la première chose qu'il vous fait, c'est de vous laisser passer une première nuit avec son épouse. C'est une culture, le mariage libre pour certains. Heureusement que ce n'est pas la culture de chez moi, parce que c'est vrai que c'est une culture, mais toutes les cultures ne sont pas culturellement bonnes partout. Donc, mais voilà que nous suivons toutes les telenovelas qui nous véhiculent des cultures, nous inculquent de façon indiscrète. Elisabeth Iladja? Il parlait d'engagement et qu'on peut modifier l'engagement. Le mariage, c'est pas, je ne sais pas trop. Vous êtes de vouloir un peu chosifier ça et prendre ça un peu à la légère. Quand on prend un engagement, c'est pour la vie en fait. C'est-à-dire qu'on s'engage à être fidèle et tu ne vas pas ramener l'enfant d'autrui à la maison à ton mari. Donc au cours du mariage, on peut décider de modifier. C'est-à-dire que je essaie de dire que bon, tu vois, il y a un homme qui me plaît dehors, donc on doit un peu modifier l'engagement. Parce que si on a envie d'avoir un enfant qui lui ressemble en fait. Non, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit qu'on doit, on peut essayer de modifier l'engagement. Je n'ai jamais dit qu'on modifie, on peut ramener un enfant à la maison. Mais si ce sont les bases, et si vous vous dites que bon, on peut essayer de modifier si tu veux, et que moi c'est cet aspect-là que je veux modifier par exemple, vous allez refuser. C'est moi qui avait laissé la voie libre. Non, lorsqu'on dit qu'on veut modifier, on ne prend pas la décision tout seul de dire bon voilà, en tant que garçon de la famille, je veux modifier. Quand on prend des engagements pour le mariage, je pense que ce sont des engagements à respecter tout au long en fait, pour toute la vie. Il n'y a même pas de modification, même pas une petite rectification en fait. Même pas une petite rectification. Non. Je viens. On a qu'à écouter Atifa à la fois d'abord. Si vous décidez d'avoir une maison, oui, Atifa, désolé. Si vous décidez d'avoir une maison. C'est Atifa qui a la parole. Je pense qu'elle m'a permis. Elle n'a rien permis. Attends, vous souriez. Est-ce que ça veut dire oui, m'a permis? Alors, si vous décidez d'avoir une maison et que tous ensemble, c'est-à-dire que vous allez cotiser, à un moment donné, les sous ne viennent pas, vous êtes obligé de vous adapter. Moi, je prends la chose comme un produit. Vous fabriquez votre produit, vous allez vers les gens pour leur proposer. Là, vous êtes dans les paroles de Atifa. Bon, excusez. On vous dit, bon voilà, nous on a utilisé votre produit, mais on pense qu'il y a il y a plus de lait ou bien machin, il y a quelque chose qui est plus. Vous adaptez ça, vous revenez chez vous, vous essayez de voir quelle formule il faut accepter pour que le truc puisse marcher. C'est vous qui avez peur de rentrer dans le mariage. Non, moi j'ai pas dit que j'ai peur. Vous prenez des engagements, vous prenez la responsabilité de la situation. Vous prenez la chose tellement dure que vous avez, vous ne savez même plus où vous situez. Non, c'est pas ça. Il y a des personnes qui ne respectent jamais les engagements qu'elles ont. Oui, mais il y en a. De toute façon, il y a le bon, il y a le mal. Donc c'est comme ça. Après, est-ce que dans le cadre du mariage, ça fonctionne? Vous savez, le mariage, aujourd'hui, plus rien n'est plus comme avant. Tout se fait à l'envers. Il y a peut-être 25 ans, je vous aurais dit que le mariage c'est obligatoire, c'est important parce que nous sommes en Afrique et qu'on le veuille ou non, il y a des choses à respecter, des processus à respecter et tout. Mais le monde évolue, les choses évoluent, les choses ne sont plus comme avant. Qu'est-ce qui a évolué en 25 ans en Afrique? Les rapports humains, les relations entre femmes et hommes. Aujourd'hui, on parle du mariage, mais le mariage aujourd'hui, est-ce que ça a encore tout son sens? Est-ce que ça a encore tout son sens? Les gens sont dans des mariages, mais vous vous demandez s'ils sont vraiment des personnes mariées. Tout dépend de votre façon de voir les choses. Mais le mariage ne conditionne pas ou ne vous définit pas. C'est pas forcément une nécessité. Il y en a qui ne sont pas faites pour le mariage. Il y en a, et c'est pas parce que vous êtes en couple avec quelqu'un peut-être depuis des années qu'il faut vous marier, ou parce que vous cédez à une pression de la famille ou de la société, ou je sais pas, parce que vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, mais vous vous mariez parce que voilà, les gens le font, ou ça fait partie des processus de la vie, trouver peut-être un emploi, se marier, trouver un bon partenaire, faire des enfants. Mais non, ça n'a rien à voir. Il y en a qui ont suivi le processus, qui ont
fait tout ce qu'il faut, mais aujourd'hui ne sont pas heureux dans le mariage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier, attention. Chacun a sa manière de voir les choses. Si vous n'êtes pas prêt pour un mariage, ne vous engagez pas, parce que ça ne sert à rien de se précipiter parce que juste je veux avoir la bague au doigt, j'ai envie de m'exhiber en montrant les photos de mon doigt, et peut-être parce que ma copine s'est mariée, moi aussi j'ai envie de marier, ou parce que vous voulez changer votre statut matrimonial. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a des mariages qui se font juste parce qu'on veut obtenir des primes ou des avantages professionnellement, alors que si c'est ce genre de mariage, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Libre à vous, et ça ne regarde que l'engagement que vous avez pris avec votre partenaire et ce qui vous lie. Après tout, le mariage reste un projet. Après tout, le mariage reste un projet. Moi, j'ai une question pour tout un chacun depuis que vous opinez. Il y a un aspect sur lequel j'ai pas encore eu d'opinion, c'est de savoir c'est quoi le mariage. J'ai la question que je vais poser à tout un chacun. Voilà. C'est quoi le mariage? Et puis on en vient. Quelle est sa symbolique réelle? D'abord, moi, je trouve que chez nous en Afrique, et ce n'est même pas moi, je pense que chez nous en Afrique, quand tu enceintes la vie de quelqu'un, vous êtes marié, elle est devenue ta femme. Maintenant, du moment où elle devient ta femme, tout ce qui vient après, ça vient juste arranger la chose. Et puis ça s'arrête là. Je me rappelle un peu de mes... J'ai posé deux questions, hein. Oui. C'est quoi le mariage? Quelle est sa symbolique? Et ben voilà. Mais avant de revenir très rapidement. Non, allez-y. Je me souviens un peu, il ne s'agit pas de mes parents, mais c'est des grands-pères, des tantes éloignées de moi, qui ont fini par se marier, 45 ans plus tard. 45 ans plus tard, ils ont fini par avoir des enfants. Mais je ne pense pas qu'à un moment donné, ça a tellement dérangé. Parce que ce qui doit être fait en amont, ces choses-là ont été faites. Comme quoi? La dot, par exemple. Et puis après, on est passé ils sont passés au mariage jusqu'au soir. Là, vous décrivez le mariage. C'est quoi pour moi, le mariage? C'est un engagement. C'est un engagement. Qu'on prend à deux. Oui, à deux. Pour... est-ce que c'est pour la vie? Je dirais pour le meilleur, pour le pire. Parce que si tant est que au cours du chemin, on peut rompre l'engagement là, c'est que ce n'est pas pour la vie. Quelle est sa symbolique pour vous? Pour moi, je dirais que c'est important, tout simplement. C'est important, ça symbolique pour vous? Oui, c'est important, oui, ça symbolique. Qu'est-ce que représente le mariage dans la vie d'un être? Ça symbolise quoi dans la vie d'un être? Bon, en attendant, Francis Farami, je préfère, oui. C'est quoi le mariage et quelle est sa symbolique? Je dis que le mariage, c'est l'union de deux personnes, voire même au-delà. Deux personnes, ça dit quoi? Deux femmes? Aujourd'hui, c'est permis dans certaines contrées de s'épouser entre personnes de même sexe. C'est pourquoi il n'y a pas de deux personnes. Mais en Afrique, on parlera beaucoup plus d'un homme et d'une femme, et bien au-delà, parce que quand on parle de mariage, ça implique également les familles. Donc, ça symbolise pour moi, ça symbolise l'amour dans certains cas, et dans d'autres cas, ça symbolise l'engagement. Maintenant, c'est en matière d'engagement, c'est vrai que je ne vais pas parler d'engagement à la longue, enfin pour la vie, parce que Quentin l'a dit, si on peut rompre cet engagement à un moment donné, disons tout simplement que c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, pas pour le pire, pour le pire. Elisabeth Iladja. Moi, je dirais que le mariage, c'est l'union de deux personnes et de deux familles en plus. Et on prend des engagements. Moi, deux personnes de sexe opposé, c'est plus clair. Opposé. Bon, au Bénin, par exemple, c'est le même sexe, forcément de sexe opposé. Non, peut-être que vous êtes partisane de mariage du même sexe. Peut-être Nasrine et vous, mais Atifa et vous, c'est aussi un mariage. Francis et Quentin, c'est aussi un mariage. Bon, je ça aide de l'eau chaude. Dégager. L'union de deux personnes, de deux familles. Et puis on prend des engagements. Pour moi, on prend des engagements pour la vie en fait. Alors, j'ai entendu plusieurs fois ce mot, engagement. Quel est le type d'engagement est pris? Quelle est la nature de l'engagement qui est pris? Est-ce un engagement légal, un engagement légitime, un engagement vaniteux ou un engagement profondément en lien avec la morale, l'éthique? Tout sauf vaniteux. Et donc, on prend des engagements pour se dire que, bon, on est ensemble, on ne se marie pas pour divorcer après, en fait. C'est pourquoi il faut vraiment réfléchir. Parce que moi, par exemple, je ne veux pas me marier juste pour que 5 ans après ou 3 ans après, je divorce parce que le mari a tel ou tel comportement, en fait. Donc, on ne se marie pas pour divorcer après.
Et donc, moi, je pense qu'on prend des engagements. Il y a une question que je vais vous poser, peut-être qui peut faire l'objet peut-être d'un panel après. Lorsque vous vous mariez à quelqu'un et qu'après, il n'est plus l'homme que vous avez marié, je reformule cette question pour que vous puissiez opiner. C'est-à-dire que vous avez marié un homme qui avait ses 2 pieds, ses 2 bras, et après, il devient... n'a plus de membre inférieur ni de membre supérieur. Ça dépend. Et si c'est que bon, il a eu un accident au travail, c'était d'abord un bon mari, et qu'il a eu l'accident peut-être au travail ou pendant un voyage d'affaires. Bon, je peux, mais attendez, j'ai fini. Ça veut dire que si c'est un bon mari, par exemple, c'est-à-dire que c'est un homme que j'ai connu pendant quelques années, en fait, c'est un homme bon, à qui on n'a pas beaucoup à reprocher, en fait. Bon, moi, je pense que je peux le soutenir. Mais si c'est que, bon, il quittait l'hôtel avec sa maîtresse sera obligée de le soutenir. Moi, je ne veux plus le soutenir, en fait. Parce que, bon, moi, je ne suis pas dans ça. C'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Donc, pourquoi je dois le soutenir? Si je comprends bien, vous, si une petite digression, positive d'ailleurs, si votre époux va dans une maison de plaisir ou dans un hôtel avec une femme et qu'en retour, en revenant, il a un accident, il vous appelle qu'il est à l'hôpital par exemple, vous n'allez même pas répondre. Mais quand il allait là-bas, est-ce qu'il m'a appelé, est-ce qu'il m'a informé? Même si c'est-à-dire que c'est un homme qui, par exemple, a fait quitter la maison et se dit que bon, je n'ai pas besoin d'informer ma femme avant de quitter la maison, par exemple, et va dans une boîte de nuit, même si il n'est pas allé avec une femme, par exemple, et qu'il y va avec son ami, il n'a pas informé avant de quitter la maison. Mais si tu as un accident, que tes amis te soutiennent, parce que c'est un mariage, c'est pas, on n'est pas, je ne sais pas trop, un copinage en fait. C'est pas une entreprise où il y a un PDG et un employé. Et même question à vous, Atifa Lafa. Alors, pour moi, le mariage, c'est l'union entre 2 personnes, union légale ou religieuse. C'est opposé. Religieuse. Entre 2 personnes. Sexe opposé, bien sûr. Et, non, chacun est libre ici d'être partisan de mariage homosexuel ou... Dans le but de fonder une famille, voilà, tout simplement. Dans le but de fonder une famille, quelle est sa symbolique? Le mariage symbolise l'engagement, l'union, l'amour, la fidélité et tout ce qui va avec. Moi, je voudrais nuancer quelque chose. En tout cas, un autre point de vue. Non, c'est pour vous. C'est vous qui parlez. Ce que je voudrais ajouter, c'est que je pense que ce n'est pas forcément quand on va se retrouver à l'église devant le pasteur ou alors on dit devant Dieu, devant les hommes, ou alors quand on va à la mairie qu'on prend l'engagement de se marier. Il y a un artiste Belmo Z qui a chanté, il dit dans une partie de sa chanson Hode Hode Mewedo. On peut rester 2 dans notre chanson. En français, bon voilà. Ça veut dire que c'est quelque chose que 2 personnes se sont dit et ils se sont entendus pour respecter. On peut rester dans notre chambre à 2 et se décider de se marier. Et ça, on sort dehors. Dans notre tête, c'est que on est déjà marié. On se comporte ainsi. Puis après, tout ce qui peut venir après peut venir. On va poursuivre des engagements. En fait, on va faire des processus, des démarches pour aller voir les familles. Et puis, s'ils s'entendent, ça peut aller. De toute façon, c'est la décision que 2 personnes se mettent ensemble pour prendre d'abord qui prime. Tout le reste, je pense que c'est pas très important. Qu'on donne la dot ou pas et qu'on est ensemble soi-même, c'est déjà suffisant. Qu'on aille à l'église ou pas, l'essentiel, c'est de rester ferme, c'est de pouvoir respecter l'engagement qu'on a pris là et puis continuer sur la même lancée. Pour moi. Je dis quelque chose à Quentin. Oui, je vous permets. L'engagement est de 2 personnes seulement. Mais s'il y a une des familles qui est contre, je pense que vous allez vous séparer. J'ai dit, il faut partir de là d'abord. S'il y a une famille qui est contre, attendez, la famille viendra vous arracher vous 2 de la même maison, c'est ça? Non, sauf que et quand vous voulez, ça dit que quand vous savez que bon, et vous voulez rester, vous avez envie de rester ensemble pour toute la vie, par exemple, et qu'il y a une famille qui s'y oppose, je pense que le mieux, c'est de vous séparer. Parce que quand la famille est contre vous, quand on dit la famille, vous savez vraiment qui ça englobe. J'estime que ce que la famille apporte, c'est une bénédiction. Et si la famille apporte la malédiction, par exemple, c'est-à-dire qu'on refuse de bénir le mariage. Si vous ne faites pas du mal à quelqu'un, que la personne vous profère des malédictions, ça ne marchera pas. Mais il y a une question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu, même quand j'ai posé la question de la symbolique, c'est de savoir ce que représente pour un être le mariage. Eh ben, je pense que c'est relatif. Et pour ma part, je l'ai dit. De façon transversale, de façon transversale, oui, de façon transversale, que ce soit dans les religions, dans les ordres initiatiques, dans la société, que représente le mariage pour un être, Francis?
Bon, dans certains cas, le mariage peut représenter la sécurité dans la société dans laquelle nous sommes. Ça peut représenter la société parce que dans la société, quand vous êtes marié, la sécurité, merci beaucoup. Quand vous êtes marié, on considère que vous êtes sous le toit de quelqu'un, vous êtes protégé par un homme, par une famille aussi, parce que là... Je vais vous poser une question. Je vais ajouter le caractère de ce qui est responsable. C'est ce qui est responsable du mariage. Oui. Je vais vous poser la question, mais avec une réponse en partie. Oui, le mariage n'est-il pas un accomplissement? Pour certains, oui, mais je ne dirais pas que le mariage... C'est pas un accomplissement. Un accomplissement, c'est peut-être la satisfaction d'avoir réussi. D'avoir réussi quelque chose. Quelque chose, oui. Alors, lorsqu'on parle de cet accomplissement, que le mariage, que l'accomplissement, c'est la satisfaction d'avoir réussi quelque chose. Alors, lorsque nous prenons un être, qu'il soit un homme, une femme, lorsqu'il est marié, quel est le ressenti? Le ressenti, c'est déjà, tout de suite, je peux dire que c'est la satisfaction. D'avoir réussi. Parce que... Réussi quoi? Moi, je pense que non. Attends, lorsque vous accomplissez quelque chose... D'avoir accompli, oui, avec brio et succès cette épreuve. Oui, et lorsque vous accomplissez quelque chose... Oui, et lorsque vous accomplissez quelque chose, vous êtes satisfait de façon normale et de façon naturelle. Mais il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. Le mariage est une nécessité quand vous avez la capacité de le faire. Il y a certaines personnes qui sont... Non, on ne va pas dire que c'est une nécessité, mais non, attendez, laissez-moi poursuivre. Il y a certaines personnes à qui on ne va pas en vouloir si elles ne sont pas mariées. Par exemple, vous n'allez pas en vouloir une personne qui est peut-être engagée dans un ordre, par exemple, où on interdit le mariage, de ne pas être mariée. On ne va pas en vouloir à une sœur religieuse, à un prêtre, ou bien certaines personnes qui sont interdites par, à qui la tradition ou bien certaines cultures ont interdit de se marier. Est-ce que c'est la tradition qui interdit ou ce sont des règles érigées et ils sont soumis à ces règles volontairement? Oui, c'est pourquoi je parlais d'engagement. Oui. Lorsque vous avez pris un engagement vis-à-vis de la tradition, de ne pas vous marier, de ne pas faire d'union avec une autre personne, je pense que c'est tout à fait normal de ne pas se marier. Et personne ne vous en voudra de ne pas être marié. Maintenant, lorsque vous avez la capacité de le faire, mariez-vous tout simplement, il n'y a pas de malaise. Maintenant, si vous dites que je ne veux pas m'engager tout de suite pour qu'à la longue, j'ai à divorcer, prenez le temps. Vous pouvez même vous marier à 60 ans, vous pouvez même vous marier à 50 ans. Si c'est à 50 ans que vous vous sentez prêt, se marier? Si c'est à 70 ans que vous vous sentez prêt de vous marier, mariez-vous. Le mariage, il n'y a pas d'âge pour le mariage. Exactement. Il n'y a pas d'âge. Certains ont juste la chance de pouvoir trouver sur la bonne personne de se marier plus tôt. D'autres ont la chance de pouvoir trouver la bonne personne plus tard et être heureux. Donc ça n'a pas d'âge. Est-ce qu'il n'y a pas une connotation en lien avec notre personnage, notre personnalité et la personnification qu'on fait du mariage? En partie, oui. En partie, oui. Après, vous savez, l'autre partie, non. Non, mais après, c'est relatif. Hein. Ouais, chacun... Mes projets ne sont pas vos projets. Mes projets ne sont peut-être pas les projets d'Elisabeth ou de Quentin. Si moi, j'estime que peut-être à 30 ans, j'ai envie de me marier, je suis prête, ou j'ai trouvé la bonne personne, j'ai trouvé l'âme sœur. Peut-être Quentin a trouvé son âme sœur à 40 ans, on ne sait jamais. Donc, c'est relatif. Ah, je vais la retourner. Chacun voit les choses différemment. Si, par exemple, on ne peut pas se marier au même moment et être heureux parce que l'heure de ton mariage a sonné, mais ce n'est pas l'heure de mon mariage. Donc, mais à quel moment, comment on arrive à connaître la sonnerie de cette heure? Ça dépend de vos besoins. De nos besoins. De votre besoin et de ce que vous avez à accomplir. Est-ce que tous les besoins sont satisfaits par nous? Est-ce que nous avons la faculté de satisfaire coûte que coûte tous nos besoins? C'est une question. Elisabeth Iladja. Non, on n'a pas la faculté ou en tout cas les moyens de satisfaire tous les... Même si j'ai certains besoins aujourd'hui maintenant que je les satisfais, demain j'en aurai d'autres. Et peut-être que je n'aurai pas les moyens de les satisfaire en fait. De les satisfaire en fait. Et je voulais conclure. Moi, en fait, moi je voudrais dire que c'est pas... Pour moi, ce n'est pas une satisfaction d'avoir réussi quelque chose, le mariage. Oh, non, pas du tout. Parce que si ma satisfaction d'avoir réussi quelque chose, c'est d'avoir des enfants, j'aurai des enfants coûte que ça soit avec la même femme ou de plusieurs femmes. Et l'essentiel pour moi, c'est que je me retrouve au milieu, mes enfants autour de moi. La satisfaction serait quand la mort va vous séparer, parce que le mariage, c'est tout un processus, c'est des épreuves chaque jour. Vous surmontez un autre, pire arrive encore, donc c'est pas et je trouve encore qu'on n'est pas obligé d'aimer quelqu'un d'abord avant de se marier. Voilà. C'est votre perception. Oui, attendez, si on parle du fait que c'est... Vous savez qu'il y a des personnes qui se lèvent les matins... C'est un autre sujet de thématique. Est-ce qu'il faut aimer forcément celle qu'on marie ou celui qu'on marie? Bon,
tout de suite, avant d'y revenir, moi je dis non. Oui, moi je dis non, tout de suite. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui se réveillent le matin et puis sont automatiquement de mauvaise humeur parce que bon, ces personnes-là ne sont pas matinales. Tu vas encore voir la tête d'une personne que tu n'aimes pas en fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment aimer quelqu'un avant de... C'est mieux qu'on n'en parle pas tout de suite. C'est mieux qu'on n'en parle pas tout de suite. On va y revenir demain. On va y revenir peut-être demain avec peut-être les mêmes tranches, peut-être on ne sait jamais. Chers amis internautes, on parle du mariage, on a parlé du mariage hier. Il y a une chose qui est quand même inéluctable. Le mariage fait partie de ces innombrables épreuves que nous avons dans la vie. Vous savez, chaque être humain, lorsque nous venons sur cette terre, nous avons des épreuves personnelles, mais il y a des épreuves qui sont communes à tout un chacun. Et au nombre de ces épreuves-là figure le mariage. Et donc, pour moi, j'estime et je pense que le mariage, lorsque vous êtes marié, c'est avec satisfaction que vous estimez que vous avez accompli un devoir. Ce devoir-là n'est pas terminé parce que il est l'ancrage d'un processus qui prend fin le jour où vous n'êtes plus sur terre ou qui prend fin le jour où votre partenaire de vie n'est plus sur terre. Mais il se fait qu'aujourd'hui, chez nous, en Afrique, avec une certaine mondialisation, avec une certaine modernisation, les valeurs ne sont plus celles célébrées. Les mœurs ne sont plus celles célébrées. Les us et coutumes ont changé. Et du coup, nous avons dans nos sociétés une certaine perversion de la nature du mariage parce que autrefois, à 16 ans, à 17 ans en Afrique, on mariait. À 18 ans, on forçait même à marier parce qu'on estimait que être marié, ça fait de vous quand même quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a quand même une certaine autorité. Et donc, parce que vous êtes appelé, autant, comme on l'indique dans la chaîne de la vie, autant vos parents vous ont mis au monde, ils vous ont éduqué, ils vous ont lavé, bercé, autant vous êtes appelé à faire pareil. Mais il se fait qu'aujourd'hui, avec certains tas de l'Occident qui sont transposés dans les telenovelas et bien d'autres programmes qui nous véhiculent, nous avons perdu petit à petit l'appétit. Et donc, même ceux qui ont l'envie de se marier aujourd'hui se retrouvent dans une spirale, celle où ils n'arrivent pas à avoir la partenaire qui serait en phase ou en conformité avec leurs aspirations. Du coup, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un sur ce plateau, les unions libres commencent par prendre de l'envol en Afrique. Les mariages pour tous commencent par prendre de l'envol en Afrique, mais il y a une chose qui reste indéniable et qui est transversale dans toutes les religions, se marier. J'ose le dire avec une opinion totalement personnelle, se marier est une nécessité de vie, parce que lorsque vous êtes venu au monde et que vos parents, lorsque vous avez connu mariés, vivre ensemble jusqu'à ce qu'ils vous ont éduqué, vous avez l'obligation de reproduire ce que vous avez vu, c'est-à-dire papa, maman qui vous ont gardé ensemble jusqu'à l'âge adulte, qui vous ont éduqué, qui vous ont scolarisé. Vous avez le devoir de le faire pour que vous aussi, vous puissiez inculquer cette culture-là à vos enfants. Mais lorsque nous partons du pied que le mariage n'est plus une nécessité ou n'est pas une nécessité, à ce niveau-là, on commence par estimer que nous créons une fragilisation des couples qui existent parce que aujourd'hui, chacun veut regarder ce que fait l'autre. Tout à l'heure, Atifa l'a dit, il arrive des gens qui se marient parce qu'ils veulent montrer leur bague au doigt. Lorsque le mariage devient comme une exhibition et non un accomplissement personnel, ça pose un réel problème. Et donc, je finirai en disant que et ça, c'est une conclusion en phase avec notre réalité actuelle. Il faut se marier, on doit se marier. Maintenant, il y a ce que nous proposons, ce que nous voulons, ce en quoi nous croyons fermement et ce que nous propose la nature et la vie. Chers amis internautes, c'était le panel de discussion de ce jeudi matin. On va se donner rendez-vous demain si Dieu le Père, le créateur du ciel et de la terre, mais du monde visible et de lumière invisible, nous le permet de nous retrouver demain. On se retrouvera peut-être demain avec les mêmes pour un autre sujet de panel ou peut-être un autre. Jusque-là, belle suite de programme sur Usaï TV et à demain par la grâce et la volonté divine une fois encore, sans occulter celle des hommes.